Mes amis, l'heure est grave et je dis ça sans plaisanter. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la séduction qu'opère la Russie de Poutine sur de nombreux, de très nombreux, de trop nombreux, soi-disant souverainistes et prétendus patriotes français qui, de mon point de vue, j'ai bien dit de mon point de vue, se fourvoient en soutenant mordicus le régime de Poutine contre ce qu'il qualifie de régime terroriste de Kiev. On verra plus avant que s'il y a un régime qui mérite d'être qualifié ainsi, c'est plutôt le premier que le second. Et bien sûr, si eux sont patriotes, sont souverainistes, cela veut dire qu'inversement, ceux qui seraient sur une position contraire à la leur ne seraient à contrario pas des patriotes. Nous autres qui soutenons l'Ukraine ne serions que des vendus aux intérêts américano-européens ou mieux, atlantico-sionistes. Nous ne serions ainsi que des moutons vendus, même si en l'occurrence, et je le regrette, je ne suis payé par personne pour faire cette vidéo. Et je n'ai pas attendu que le président américain, pas plus que français, se prononce sur la question pour être a priori et sans trop de recherche dans un premier temps, plutôt favorable aux Ukrainiens qui, me semble-t-il, ont été attaqués sur leur sol sans véritable raison valable autre que celle, fort peu convaincante, avancée par le Kremlin. Le débat est donc vicié dès le départ puisque ceux qui défendent le régime de Poutine se targuent, eux, de défendre la France et ses vrais intérêts, et même plus largement l'Europe et ses vrais intérêts, qui ne seraient supposément pas compatibles avec la défense de la souveraineté ukrainienne mise à mal par l'invasion russe. Par l'opération militaire spéciale destinée, vous le savez, à combattre le nazisme supposément installé partout en Ukraine. Enfin, ça c'était la justification initiale avancée par Poutine, puisque désormais ce n'est plus la seule Ukraine que la Fédération de Russie entend combattre, mais bien l'Occident tout entier qui serait supposément nazi. Nazi et woke, au dire des propagandistes du Kremlin. Drôle de mélange. Les prédictions de Medvedev, l'ancien président russe, de mai 2008 à mai 2012, vont d'ailleurs dans ce sens. Il prévoyait pour l'année 2023, entre autres choses, la création d'un 4e Reich et l'occupation de la moitié ouest de l'Ukraine par les Polonais, que les propagandistes du Kremlin considèrent aussi comme des nazis. Pour la petite histoire, les Polonais ont connu les deux totalitarismes du XXe siècle qu'étaient nazisme et communisme, régimes qui ont su opportunément s'allier au début de la Seconde Guerre mondiale. Souvenez-vous du pacte germano-soviétique signé le 23 août 1939. Étrangement, la revisite poutinienne de l'histoire ne mentionne pas cet épisode de l'histoire soviétique, pas plus qu'il ne mentionne le massacre des officiers polonais à Katyn perpétré par le NKVD au printemps 1940, c'est-à-dire avant l'opération Barbarossa. Parmi les clauses secrètes de ce pacte figurait la question du partage de la Pologne entre l'Allemagne et l'URSS et la délimitation de sphères d'influence réciproques. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans la vision poutinienne du monde, l'idée que les grandes nations jouissent naturellement d'une sphère d'influence, d'un Lebensraum, un espace vital, comme eût dit un autre personnage. Et les nations qui, c'est malheureux pour elles, se trouvent dans cette sphère d'influence ne seraient pas véritablement des nations, ne seraient pas des nations souveraines. Elles n'auraient d'autre vocation, d'autre destin que de servir tantôt de marchepied, tantôt de tampon destiné à protéger le cœur d'un empire, que celui-ci soit germain ou russe. Et même avant le pacte germano-soviétique, figurez-vous que dans les années 20, l'Allemagne, alors République de Weimar, et l'URSS étaient entendus afin de permettre à l'armée allemande de secrètement fabriquer et tester des armes au cœur d'installations se trouvant dans l'immense territoire de l'Union soviétique. L'Allemagne a donc pu mettre au point des armes et des tactiques bien loin des yeux des inspecteurs de la Société des Nations chargés de faire respecter les clauses du traité de Versailles. Pour rappel, le traité en question interdisait que l'Allemagne se dote de chars, d'avions, d'artillerie lourde et de quantités d'autres joyeusetés propres à faire taire toute forme de contestation. L'URSS n'est donc pas totalement étrangère au fulgurant succès nazi de la bataille de France à l'été 1940. Donc la Grande Guerre patriotique, oui, bien sûr, mais à partir de l'opération Barbarossa, pas avant. Non, avant cela, Hitler et Staline étaient copains comme cochons. Vous pouvez d'ailleurs voir en ce moment même défiler sur votre écran un extrait de la télé russe dans laquelle les propagandistes du Kremlin nous disent que la Pologne va occuper l'ouest de l'Ukraine tel que l'avait prédit Dmitri Medvedev. On verra dans les mois qui viennent si c'est vrai. Si ça ne l'est pas, ça pourrait vouloir dire que la télé russe fait des prédictions erronées, voire même, le propos est osé, qu'elle a tendance à mentir. Mais si tel est le cas, je doute que les pro-russes français le relèvent et insistent beaucoup là-dessus. Ce court passage de la télévision russe fait office de petit amuse-gueule et de préalable au plat de résistance qui vient. En effet, si l'on veut parler du conflit russo-ukrainien et des mensonges, de la mauvaise foi, des bêtises et autres manipulations qui l'entourent, comment peut-on faire l'impasse sur la télévision russe, Il me semble que c'est un passage obligé. En effet, comment faire l'impasse sur ces monuments de la culture russe qui feront encore la fierté des petits Russes dans 100 voire 200 ans que sont Vladimir Soloviev, Margarita Simonian ou encore Anton Krasovski. Bon alors là, comme le dirait le roi Lot, vous êtes ici chez les salopards. On ment, on manipule la vérité, on incite à la violence, on incite à la haine, on menace tous les quarts d'heure l'Occident d'une frappe nucléaire, on répète à l'envi que l'Ukraine n'existe pas, que les Ukrainiens sont nazis, que l'Europe est nazie, nazie et woke.
Et puis bon, il faut bien se l'avouer, en tant que présentateur russe, si on ne menace pas l'Occident d'une frappe nucléaire tous les quarts d'heure, c'est qu'on ne fait pas bien son métier. L'Occident à côté fait figure de mollasson. Qu'est-ce que c'est que ces démocraties molles? Ces nations d'Utermensch où un journaliste peut tranquillement comme ça, l'air de rien, manger un petit four sans crainte d'être empoisonné au Novichok, où un journaliste peut tranquillement, l'air de rien, tourner sa clé de contact sans crainte que sa voiture n'explose. Non, clairement. Notre supposé allié naturel, qui ne serait autre pour certains que la Russie, a beaucoup à nous apprendre en la matière. De mon côté, même si historiquement la Russie a pu être notre allié au même titre qu'elle a été notre ennemi, j'avoue que me faire menacer tous les quarts d'heure d'une frappe nucléaire, c'est plutôt de nature à me rendre assez réticent à coopérer. Et oui, je suis vieux jeu. Même si, à en croire la télévision russe, la vie est surcotée. Et puis de toute façon, comme le dit si bien Soloviev, on est tous amenés à mourir, ce qui justifie fort bien d'envoyer des vagues et des vagues de jeunes hommes se faire massacrer en Ukraine pour une guerre absurde. Ah non, pardon, cette guerre n'est pas n'importe laquelle, à en croire Soloviev, propagandiste en chef du Kremlin qui promettait de réduire l'Occident en cendres en cas de défaite russe, c'est une guerre sainte. Une guerre sainte contre les adorateurs de Satan que nous autres occidentaux serions. Une guerre contre les armées de l'Antéchrist, à savoir celle de l'Ukraine et plus largement de l'Occident. Tous ceux qui voyaient en Poutine le défenseur du monde chrétien, de l'Occident chrétien, risquent ainsi de se dire qu'ils ont raison. Sauf que c'est oublié que Poutine a actionné son pantin Kadyrov pour que celui-ci envoie des bataillons de Tchétchènes décapiter des Ukrainiens au cri de Allah Akbar. Ukrainiens qui au demeurant sont des chrétiens orthodoxes. On repassera donc au niveau défense de l'Occident chrétien. Il reste vrai cependant que le Kremlin communique beaucoup sur l'armée de Kadyrov pour faire oublier que le gros de l'armée russe est constitué par des Russes, et que Russes et Ukrainiens seraient des peuples frères. Poutine envoie donc des frères orthodoxes s'entre-massacrer. Difficile d'ailleurs de savoir ce que recouvre exactement cette notion de peuple frère. S'il s'agit de dire que Russes et Ukrainiens ont des liens historiques et culturels, oui, c'est évident. Mais deux frères sont-ils identiques pour autant? Non. N'oublions pas non plus que par le passé, la Russie a joué la carte des islamistes tchétchènes les plus radicaux contre les éléments plus modérés, alors incarnés par le président tchétchène Aslan Mashkadov, perçu comme trop proche de l'Occident. Que la Russie a financé les islamistes en organisant des vagues d'enlèvement dont les rançons devaient servir à financer les réseaux islamistes et en même temps à discréditer les Tchétchènes dans l'opinion russe et étrangère tout en les brouillant avec leurs voisins nord-caucasiens. L'idée était de parvenir à isoler la Tchétchénie en vue d'une guerre future. C'est une hypothèse qui est étayée par les mémoires d'Anatoly Koulikov, ministre de l'Intérieur de la Russie. C'est le même stratagème, peut-être même un peu plus direct, qui a été utilisé en Géorgie où la Russie donna des armes aux militants ossètes après leur avoir distribué des passeports russes à partir d'avril 2008. Les militants ossètes, incités en ce sens par la Russie, se sont alors mis à attaquer des villages géorgiens proche de la frontière avec l'Ossétie du Sud, avant de se replier tranquillement derrière celle-ci. Saakashvili, le président géorgien de l'époque, se trouvait alors dans une situation particulièrement ardue, où il ne faisait rien pour défendre les villages géorgiens frontaliers, et donc ses propres citoyens, où il prenait la décision de lancer une offensive contre l'Ossétie du Sud qui, pour rappel, selon les traités internationaux, fait bien partie du territoire géorgien. C'est cette deuxième option pour laquelle opta Saakashvili. Les 7 et 8 août 2008, l'armée géorgienne lança donc une offensive contre l'Ossétie du Sud entraînant une réponse de la part de la Russie pour, encore une fois, défendre ses citoyens contre un supposé génocide. Ça ne vous rappelle rien? Pour résumer, et au cas où certains pro-russes penseraient que les méchants occidentaux satanistes seraient les seuls à s'ingérer dans les affaires internes d'un autre État souverain, voici comment la Russie de Poutine procède. Dans un premier temps, armer les ennemis de ses ennemis, ici les Ossètes du Sud, les inciter à passer à l'attaque pour, dans un second temps, lorsque l'État agressé, en l'espèce la Géorgie conduit une riposte, initier une guerre de soutien envers ce premier pays dont on dira que ses citoyens sont menacés de génocide. C'est cette vision de la guerre en Ukraine que défendent les pro-russes français qui reprennent ainsi la version officielle du Kremlin. Kremlin pour qui cette cette opération militaire spéciale ne serait qu'une guerre défensive, préventive. Guerre défensive justifiée par le supposé caractère belliqueux de l'Ukraine et de l'OTAN. L'OTAN qui n'aurait eu de cesse de s'étendre depuis la fin du rideau de fer. Alors que George H.W. Bush ou je ne sais quel autre président ou officiel américain aurait supposément fait la promesse à Gorbatchev ou je ne sais pas plus que Poutine quel autre officiel russe que l'OTAN ne s'étendrait pas aux pays de l'espace post-soviétique. Poutine n'a de cesse de rappeler cette promesse dont on ne trouve nulle trace en dehors de ses propres discours. A-t-elle vraiment existé cette promesse? On peut se le demander. Gorbatchev lui-même a explicitement nié ce point dans une interview donnée au journal Russia Beyond en 2014, média d'État financé par le gouvernement russe en disant que le sujet de l'élargissement de l'OTAN n'a pas du tout été abordé et il n'a pas été évoqué pendant ces années. Je le dis en toute responsabilité.
pas un seul pays d'Europe de l'Est n'a soulevé la question. Même après la fin du pacte de Varsovie en 1991, les dirigeants occidentaux ne l'ont pas non plus soulevé. Mais bien sûr, Poutine sait mieux que Gorbatchev ce qui avait été dit à l'époque. Si promesse il eut, elle ne figure dans aucun document officiel, pas plus que dans la mémoire de ceux qui ont assisté en direct à l'effondrement de l'URSS et étaient au pouvoir à cette époque. Il existe en revanche un document qui lui a l'avantage d'exister et de faire figurer noir sur blanc un certain nombre d'engagements, de promesses que la Fédération de Russie n'a pas respectées. Il s'agit du mémorandum de Budapest qui prescrit de respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières existantes de l'Ukraine, de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Ukraine, de s'abstenir de toute coercition économique visant à subordonner à leur propre intérêt l'exercice par l'Ukraine des droits inhérents à sa souveraineté et de s'assurer ainsi des avantages de toute nature. La Russie de Poutine ne s'est pourtant pas privée d'utiliser la coercition économique à l'encontre de l'Ukraine. Coercition économique qu'elle a exercée par le truchement du gaz suite à la révolution orange de 2004. Ainsi, l'Ukraine s'est-elle vue réclamer de 220 à 230 $ pour 1000 mètres cubes de gaz contre 50 $ jusque-là. Au même moment, le Bélarus du président Loukachenko conserva son tarif préférentiel de 46,70 $. Voilà donc un exemple flagrant de violation d'un traité. Pourtant, les pro-russes sont particulièrement sensibles à la violation des traités, puisqu'ils n'ont de cesse de parler des accords de Minsk II, accords que, le plus souvent, ils n'ont jamais lus. D'ailleurs, les poutinolâtres ne cessent de dire que l'Ukraine est un pays corrompu en s'imaginant que si corruption il y a, elle est systématiquement faite par l'Occident et irait toujours dans le sens de celui-ci. Ils utilisent aussi cet argument pour décourager l'Occident et l'opinion publique occidentale de soutenir l'Ukraine en prétendant faussement qu'une infime partie de l'aide occidentale parviendrait réellement sur le champ de bataille puisque la majeure partie d'entre elles serait supposément vendue sur le marché noir. Florian Philippov, célèbre collaborateur du Kremlin, a avancé le chiffre de 70%. C'est donc 70% de l'aide militaire qui serait revendue, ce qui veut dire que l'armée ukrainienne est parvenue avec seulement 30% de l'aide militaire occidentale à reprendre 75 000 m² de son territoire. Une véritable prouesse. Il ne leur reste donc plus qu'à utiliser les 70% restants pour récupérer les territoires conquis par la Russie depuis le 24 février 2022, ainsi que la Crimée et le Donbass. Tout ceci faisant dans les 80 000 km². Si les pro-russes se préoccupent de la corruption en Ukraine, on peut penser que s'ils étaient sincères, ils se préoccuperaient aussi de la corruption en Russie. En 2021, le pays a été classé 139e sur 180 pays par l'ONG Transparency International, ce qui la place à égalité avec le Mali, l'Angola et le Liberia, et surtout ce qui la place derrière l'Ukraine, qui est à égalité, elle, avec l'Eswatini. La corruption en Ukraine existe donc bien, mais ne se ferait-elle qu'en faveur des Occidentaux, cette corruption? Ne serait-elle jamais le fait de la Fédération de Russie? On sait aujourd'hui que les accords de Kharkiv, signés en 2010 entre Dmitri Medvedev, l'ancien président russe, et Viktor Yanukovych, l'ancien président ukrainien, ont permis aux Russes de conserver une force militaire de pas moins de 25 000 hommes en Crimée. De même, d'autres accords, plus anciens ceux-là, les accords russo-ukrainiens de 1997 prévoyaient que 10 détachements de renseignement et de contre-espionnage russes soient stationnés à Sébastopol, avec pour prétexte d'y protéger la flotte. Bien sûr, tous ces détachements sont subordonnés au GRU et au FSB. Or, toujours en 2010, un certain nombre de citoyens russes, grâce à l'appui du président ukrainien pro-Kremlin Yanukovych, ont très rapidement obtenu la nationalité ukrainienne et ont été nommés à des postes stratégiques du SBU. Le SBU, c'est le service de renseignement ukrainien qui donc était infiltré au plus haut niveau par des agents russes. C'est tout cela qui explique aussi pourquoi et comment la Crimée est tombée si facilement en 2014. D'ailleurs, cette même année, au moment de l'invasion de la Crimée, Yanukovych ainsi que 5000 autres fonctionnaires ont brutalement quitté l'Ukraine, comme s'ils avaient quelque chose à se reprocher ou qu'en tout cas, les Ukrainiens allaient leur reprocher quelque chose. Sur ce coup-là, il faut le reconnaître, le renseignement russe s'est avéré excellent. Ils ont en revanche été nettement moins brillants lors de l'invasion du 24 février 2022. Non content d'être un régime qui s'ingère dans les affaires des autres de manière parfois très agressive, le régime de la Russie poutinienne est aussi très belliqueux. Si vous doutiez du caractère belliqueux de ce régime et de ceux qui en sont les turiféraires, permettez-moi de revenir ici sur quelques déclarations faites à la télévision russe dans l'émission du 16 janvier 2022, du célébrissime Vladimir Soloviev, émission où Jirinovski nous dit la chose suivante. 2021 a été la dernière année paisible pour l'Europe. Les Européens, font la fête pour la dernière fois. Champagne, whisky, une grande tragédie attend l'humanité. L'Europe. Après le début d'un conflit armé en Europe, le nombre de victimes se comptera en millions. On n'aura pas le temps de compter. La décision ne peut être prise que par la force. Bientôt, New York ne sera plus.
L'Europe ne sera plus. Il n'y aura plus de Kiev, Varsovie, Londres. Autre coup d'éclat le 21 janvier 2022 cette fois-ci. L'Ukraine, la Moldavie, le Bélarus doivent devenir des provinces russes. Guerre nucléaire, nous resterons la seule superpuissance. Certains pays doivent être détruits. Moscou dictera au monde entier. Guerre d'anéantissement total. Les États-Unis et Londres doivent être détruits. Lavrov devra porter à Blinken un dernier document. L'acte de reddition. La guerre va durer une semaine. Biden est le dernier président des États-Unis. Il doit être protégé. Il n'y aura plus de langue anglaise, seulement le russe. Tout ceci vous donne un bon aperçu de la jouissance que peuvent ressentir un certain nombre de dirigeants russes à l'idée de pouvoir utiliser le feu nucléaire et peut-être plus encore que le feu nucléaire, la menace de son utilisation. Ils utilisent donc aussi bien en interne qu'en externe cet instrument fondamental de tous les régimes tyranniques qui est celui de la peur, voire mieux, de la terreur. Ils cherchent à terroriser le monde et plus précisément les occidentaux qu'ils menacent sans cesse de l'utilisation de la bombe nucléaire. Pour rappel, certains complotistes au rang desquels on trouve des pro-russes pensent que la bombe nucléaire n'existe pas. Alors, il faut savoir, du coup, est-ce que la Russie ment en disant que cette bombe existe ? Ben, pour le coup, non. La bombe nucléaire, ça existe. Mais il est vrai que ceux qui ont eu à la goûter ne sont plus là pour en témoigner. Bref, je sais que malgré tous ces arguments, les admirateurs du Kremlin demeureront tout aussi aveugles aux manipulations faites par ses dirigeants, aux exactions commises par son armée ou par les mercenaires de Wagner. Regardez quelques images de Mariupol aujourd'hui. Mais surtout, je sais qu'ils demeureront réceptifs à la quantité faramineuse de mensonges dont ce régime s'est rendu coupable. Pensez que l'ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, Vladimir Tchitchov, avait annoncé le 14 février 2022 que son pays n'envahirait pas l'Ukraine, sauf provocation. Et que le 15 février, le porte-parole du ministère de la Défense russe annonçait la fin des exercices et le retrait des troupes de la frontière russo-ukrainienne. Spinoza, lui, disait qu'il n'y a pas de force intrinsèque aux idées vraies, et je crois que l'histoire de l'Union soviétique et du régime qui lui a succédé, celui de la Russie poutinienne, témoigne malheureusement de cela. Cependant, je conclurai cette vidéo non pas sur cette citation de Spinoza, mais sur celle de Chateaubriand qui rappelle bien l'importance du rôle de l'historien. Lorsque dans le silence de l'abjection, l'on n'entend plus retentir que la chaîne de l'esclave et la voix du délateur, lorsque tout tremble devant le tyran et qu'il est aussi dangereux d'encourir sa faveur que de mériter sa disgrâce, l'historien paraît, chargé de la vengeance des peuples. C'est en vain que Néron prospère, Tacite est déjà né dans l'Empire.